Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre émission pour découvrir du contenu juridique de qualité et à la cool dans un esprit léger. On s'appelle Legal Club Sandwich puisqu'on vous donne rendez-vous 2 fois par mois le jeudi à midi pour parler de sujets divers et variés, de juridique, mais pas trop non plus. Moi, pour me présenter, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis fondateur d'une Legal Tech donc, qui s'appelle Leeway et qui aide les juristes à mieux gérer les contrats, donc avoir plus de contrôle et de visibilité sur les risques juridiques et financiers. Et donc, pour mener à bien cette émission, je suis accompagné de mes 2 chroniqueurs exceptionnels, Audrey Deléris, Pierre Landy. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, j'ai mis mon plus beau Mickey Mouse aujourd'hui. J'étais inspiré, donc ça va top, Thibaut. Parfait, parfait. Est-ce que vous voulez dire un mot, vous présenter peut-être pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Avec plaisir. Alors, donc, pour ma part, je suis donc Audrey Deléris, manager au sein du cabinet de chasse de tête Fed Legal. Je fais ce métier, ce beau métier aussi depuis 12 ans maintenant, et j'accompagne toute la communauté, enfin, en tout cas une partie du coup de la communauté juridique, dans leur recrutement pour l'entreprise, des grands groupes aux startups aussi. J'accompagne une super équipe qui travaille avec moi depuis plusieurs années, et entre autres projets annexes, du coup, j'ai pu fonder avec Pierre Landy, ici présent, le Fleet Network pour French Lawyers in Tech. Et on est près de 300. Donc, si vous n'êtes pas encore parmi nous, écrivez-nous et on sera ravis de vous accueillir. À toi, Pierre. Merci Audrey. Pour ma part, Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis cofondateur d'une alliance d'avocats dans 5 pays européens, l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne, avec en fait tous mes ex-directeurs juridiques. J'étais moi-même directeur juridique Europe et Moyen-Orient de Yahoo, et ce sont tous mes ex-directeurs juridiques de ces pays. On s'est mis en alliance et on fournit donc des services un peu de juristes externalisés pour des boîtes qui vont peut-être s'implanter dans ces pays mais n'ont pas envie d'avoir immédiatement une équipe juridique en place. Et c'est là qu'on intervient. Et puis pour ma part, depuis 2 ans, je me focus principalement, et je crois que vous le savez maintenant, sur accompagner des directeurs juridiques et des cabinets d'avocats et des équipes d'avocats, et des équipes juridiques. Mais je travaille beaucoup avec des directeurs juridiques pour les accompagner dans leur leadership, leur développement, des boîtes qui passent de 50 à 300 millions tout d'un coup. Et voilà, comme je suis le petit vieux de la bande, je me mets dans l'ombre et je les aide à prendre leur poste, à devenir des leaders, à quitter leur reporting au CFO pour arriver au comité de direction et reporter au CEO. Mon grand adage pour ceux qui suivent. Voilà, Legal Club Sandwich, c'est ce que je fais. À toi, Thibaut. Merci Pierre, merci Audrey. Donc pour passer à la présentation de l'émission du jour, donc émission numéro 26. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Elise Fabing, donc, qui est l'avocate figure de Balance ta Startup, un compte dont on a beaucoup entendu parler au cours des derniers mois. Déjà, Elise, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci Thibaut. Je suis très contente d'être là avec vous ce midi. Ben, nous aussi, on est hyper contents de t'accueillir et merci de te rendre dispo pour nous et puis pour les auditeurs. Peut-être que tu peux commencer par te présenter, dire un mot sur toi et ton parcours avant qu'on rentre dans les questions. Oui, alors je suis avocate au barreau de Paris, comme Pierre, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai fondé mon cabinet il y a 2 ans et demi, qui s'appelle Alchemist Avocat. Alors, on a fait une Legal Tech aussi on s'intéresse beaucoup à l'accès au droit et nous sommes devenus des intervenantes avec mes collaboratrices sur les comptes Balance ton Agency d'abord, puis sur Balance ta Startup. On fait des lives chaque semaine pour faire de l'accès au droit pour les salariés. On est vraiment positionné en défense des salariés. Et c'est vrai que moi, j'accompagne essentiellement des cadres dirigeants dans leur négociation de départ. Et je me suis rendu compte au cours de ma carrière que j'étais hallucinée de voir à quel point ils n'étaient pas préparés à ça au départ et ils ne savaient pas du tout comment constituer un dossier. Et bon, moi, j'ai beaucoup de DRH comme clients, donc c'était d'autant plus frappant. Et donc, mon obsession, ça a été de rendre ce savoir accessible et les lives sur Balance ta Startup et Balance ton Agency, c'était une force de frappe énorme. Donc, ça a eu beaucoup de succès. On a réussi à essayer de faire un truc assez cool et très accessible, vraiment beaucoup de vulgarisation du droit. Et
chaque semaine, j'hallucinais de voir de plus en plus de monde et puis surtout les mêmes qui revenaient. Je me disais qu'ils étaient un peu maso de venir écouter les lives d'accès au droit du travail. Mais ça montre vraiment qu'il y a un gros besoin d'information sur ces sujets-là. Et c'est bien de rappeler en effet que tu n'es pas fondatrice de ces comptes, mais que Non, tu pas en du es tout. devenue une des figures. C'est ça, tout à fait. Moi, je n'ai rien à voir avec les comptes. Je ne fais que de l'accès au droit. J'y suis invitée et c'est tout. Après, évidemment, je défends le mouvement et l'utilité de ces comptes. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que sont les comptes Balance ta startup et Balance ton agency? Nous, on Oui, alors connaît ce bien, on sont en a des... entendu parler, mais il y a pas mal de gens, je pense, qui ne savent pas trop de quoi on parle. Est-ce qu'on peut mettre Ouais. un peu de contexte, tu vois, avant de rentrer dans le détail? Bien sûr, ce sont des comptes Instagram qui libèrent la parole des salariés, donc qui se positionnent en bande passante avec la diffusion de témoignages négatifs et positifs de victimes de violences au travail sur le monde du travail dans ces deux secteurs d'activité, donc la communication pour Balance ton agency et les startups pour Balance ta startup. Voilà. Et donc, c'est vrai que le principe n'est pas nouveau parce que, tu vois, il y avait Glassdoor qui existait déjà, qui est un site sur lequel tu peux noter ton entreprise. Mais ça a fait beaucoup de bruit et la grosse victoire de ces comptes-là, pour moi, c'est que ça a sensibilisé à la fois les entreprises, mais aussi l'opinion publique sur les violences au travail qui sont un vrai fléau, puisqu'on a quand même 30% des salariés en France qui s'estiment être victimes de harcèlement moral, donc ça fait 8 millions de personnes, ce qui est dingue quand on regarde les chiffres. Donc ça a permis vraiment cette sensibilisation-là parce que c'est devenu assez viral. Je crois que Balance ta startup, il y a 250 000 abonnés. Balance ton agency, je ne sais plus. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, donc j'ai suivi, mais je crois que ça a dépassé les 70 000, 80 000. C'est peut-être à 100, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Mais c'est la viralité qui a été nouvelle. Et puis, le fait que ça ait suscité des réactions aussi fortes de la part de la presse, mais aussi des entreprises et des syndicats, même employeurs, puisque le syndicat des agences de communication, la ACC, à la suite des révélations Balance ton agency, a quand même mis en place des actions avec l'association féministe Les Lyonnes notamment pour améliorer les conditions de travail des salariés dans ces secteurs d'activité. Et c'est complètement inédit. Moi, je fais du droit du travail depuis longtemps, de voir un syndicat employeur qui s'empare de ce sujet-là à la suite de révélations comme celle-ci. Et comment tu t'es… Ah, pardon. Vas-y, Pierre. Non, parce que ça m'intrigue, parce qu'il y a ces comptes sur Instagram, il y en a beaucoup, ça part un peu dans tous les sens. Et comment tu t'es retrouvée, toi, Élise, en contact avec ces comptes? Alors, en fait, c'est vraiment du hasard, parce que moi, je ne suis pas du tout… Moi, je suis génération Facebook, je suis un peu vieille. Et donc, Instagram, je n'avais pas. C'est une de mes copines qui m'a dit eh viens, on va te faire un compte, c'est vachement bien, etc. Donc, j'avais 2 photos de mes gosses et d'apéro sur Instagram. Je regardais un peu ce qui se passait, mais je ne comprenais pas trop le concept. Et en fait, c'est via Facebook que je suis retrouvée sur ces comptes parce que quand le président de l'association, du syndicat employeur des agences de com a été mis en cause dans de faits relevant d'un potentiel harcèlement sexuel. Il y a sa femme qui a fait un post Facebook public où elle expliquait un peu sa vision du féminisme, puis c'était des trucs un peu énervants. Et moi, j'ai lu ça un soir, ça m'a un peu gavée, et donc j'ai fait une réponse un peu construite. Et en fait, cette réponse a fait un buzz, un petit buzz, pareil. Alors, je ne connais rien en réseaux sociaux, mais voilà. Et cette réponse s'est retrouvée sur Balance ton agency. Mais comme ça, mais tu vois, c'était vraiment un hasard total. Et donc, ensuite, j'ai été contactée par Balance ton agency. Et elle m'a dit, ce serait génial qu'on fasse de l'accès au droit du travail, un gros besoin. Et comme moi, l'accès au droit, c'est mon obsession depuis toujours, je me suis dit, OK, alors on a essayé plusieurs formats. Moi, je n'avais pas d'idée. Et puis, c'est elle qui, finalement, m'a dit le live. Alors, je ne savais pas ce que c'était. Au début, c'était hyper stressant. Et on s'est retrouvé à faire ça avec un téléphone posé, parce que Instagram, tu ne peux pas le faire sur ton ordi. Tu es obligé d'être avec ton téléphone comme ça, et tu vois les questions tout petit. C'est hyper mal fichu.
Pardon Instagram, mais c'est quand même pas hyper pratique. Donc, on a commencé comme ça avec notre téléphone calé entre deux codes du travail. Tu vois, c'était vraiment un hasard. Et en fait, ça a beaucoup plu. On est vite arrivé à 70 000, 80 000 vues, avec des gens qui en redemandaient encore et encore. Et une petite communauté de fidèles qui nous suivait chaque semaine. Donc, on a continué. Et voilà, c'est vraiment un pur hasard. Oui, mais souvent le hasard fait bien les choses, comme on dit. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard sur ce truc-là. Et c'est normal que tu sois retrouvé dans cette aventure. Il n'y a pas de hasard. Thibaut, pardon, excuse-moi, je te voyais, je t'ai coupé tout à l'heure. Non, aucun problème, aucun problème. Pourquoi tu penses que c'était vraiment nécessaire de créer ces comptes-là, notamment dans ces deux environnements, ces deux industries un peu qui sont les agences et puis les startups? Et d'ailleurs, je vois juste quelqu'un, c'est Cécile qui dit il y a aussi Balance ton câble pour les cabinets d'avocats. Oui, bien sûr. Il y en a un troisième. Tu es dessus, ça y est? Non, alors non, pas du tout. Là, ça devient compliqué, là. Pas du tout. Non, pas compliqué parce que moi, je soutiens le mouvement aussi au sein de notre profession parce que je sais qu'il y a énormément d'abus et je suis régulièrement contactée par de jeunes avocats qui sont à la fois complètement paumés dans notre métier qui est dur et qui subissent des abus hallucinants. Et c'est d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai récemment fait pour un cabinet d'avocats des sessions d'équipe, de se comprendre, de s'écouter, de se parler, etc. Mais dans un cabinet d'avocats, je ne l'avais jamais fait. Moi, je le fais tout le temps dans des directions juridiques qui sont beaucoup plus ouvertes à ce genre de choses. Et le partenaire en question, me connaissant bien, m'a dit, écoute, je te suis. Bon, je ne suis pas du tout convaincu, mais je te suis. Et en fait, il y a eu des trucs qui se sont passés dans ce meeting, de machin. Il est sorti là, il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Pourquoi c'est dans les cabinets, on ne fait pas plus ça? Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc, pour revenir sur ce que dit Cécile, qui est à mon avis encore un peu différent dans notre profession, et je ne sais pas si tu es d'accord, Élise, c'est qu'il y a ce côté, quand on veut juste essayer de faire un séminaire, de se parler, de s'écouter, ça paraît genre, yeah, what the fuck, c'est quoi ces trucs de… Tu vois ce que je veux dire? On ne s'écoute pas. Donc, il y a en plus un truc un peu différent, je trouve, dans la profession d'avocat, que dans les startups. Donc, je te suis sur… Enfin, voilà. Ah oui, mais c'est des secteurs d'activité. Alors, pour rebondir sur la question de Thibaut, alors, je suis avocate côté salarié depuis 10 ans et je pense qu'il n'y a pas les violences au travail, c'est multisectoriel. J'en vois partout et d'ailleurs, souvent, c'est un problème de micromanagement. C'est pas forcément… Alors, il y a aussi du harcèlement systémique dans certaines entreprises, mais parfois, c'est une personne qui pose problème et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment l'entreprise va réagir face à ce problème posé par cette personne et les process qu'elle va mettre en place pour régler le problème. Mais dans les startups et dans les agences de com, ce que j'ai pu constater, c'est quand même que il y a un gros manque d'encadrement juridique sur le droit du travail. Pas grand-chose qui est fait. C'est un peu la cinquième roue du carrosse sur le droit du travail. On se lance, on est tout feu, tout flamme. Ce sont des milieux assez jeunes avec pas mal de gens inexpérimentés qui n'ont parfois jamais eu à manager. C'est aussi parfois la première boîte des fondateurs. Et donc, le droit du travail, on verra ça plus tard. C'est un peu ça. Et il y a aussi, on demande souvent aux salariés un engagement total parce que c'est un peu paillette, on demande une adhésion au projet. Et il y a aussi ce truc un peu de management horizontal où il y a un fondateur, mais on est tellement proche en âge et puis on est tous engagés très fort autour du projet. Et c'est un peu pareil dans la com. On est tous copains. La vie tourne autour de la start-up qui grossit, sauf que les fondateurs, ils créent leurs propres valeurs. Ils vont parfois revendre quand ça marche, etc. Le salarié, lui, il reste salarié. Et donc, il y a une fausse horizontalité dans les rapports. Et quand ça se passe mal, eh bien, c'est un drame à la fois professionnel, mais aussi personnel. Et c'est pour ça que ça peut être assez intense. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Et dans la com, c'est la même chose. Et dans les cabinets d'avocats, je ne t'en parle même pas. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place aussi pour accompagner? Tu vois, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis aussi. Je suis fondateur d'une start-up, c'est ma première boîte et tout. Bon, pour l'instant, on n'est pas
des dizaines et des dizaines, donc on n'a pas encore ces sujets-là, mais on les aura, j'espère, un jour. Est-ce que toi aussi, tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour accompagner les fondateurs de start-up à faire les choses de la meilleure manière possible? Bien sûr, moi j'en ai pas, j'ai plusieurs fondateurs de start-up ou RH qui regardent mes lives. Donc tu peux regarder mes lives, tu vois. Ils sont en replay sur Instagram, sur les comptes Balance ton agency, Balance ta start-up, donc n'hésite pas. Même si moi, mon angle, c'est évidemment la défense des salariés, mais c'est toujours utile aussi de l'autre côté. Mais évidemment, c'est savoir réagir, c'est prendre au sérieux, c'est toujours susciter les cris, et des deux côtés, hein, c'est ultra important. Et il n'y a rien de pire, en fait, qu'un employeur qui n'écoute pas. Et ça, c'est malheureusement fréquent, c'est l'inertie face à ces sujets. On est dans le déni. Et puis après, la base de la base, c'est quand même d'avoir une relation de travail clean, c'est-à-dire des bons documents contractuels de base, certains accords d'entreprise, et de respecter le droit du travail. C'est le B à bas. Et le droit du travail, c'est une matière qui est complexe et technique. On ne s'improvise pas RH, avocat en droit du travail. Donc, mon conseil, c'est quand même de se faire accompagner. Je pense que c'est ultra nécessaire, et que dès qu'il y a un point de crispation, justement, c'est en parler. Et puis, évidemment, c'est ne pas harceler ses salariés, mais ça, tu sais. C'est du bon sens aussi, du coup. Mais tu vois, le harcèlement, c'est aussi une question de ressenti. Et c'est à l'entreprise de s'adapter au ressenti du salarié, parce qu'il a une obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, quand tu as une alerte, quand tu as un salarié qui est mal, faire en sorte qu'il aille mieux. Et il faut réagir et agir. Ne pas abandonner les victimes. Toi, justement, pour avoir aussi le point de vue de Pierre, qui a été directeur juridique dans des boîtes tech, donc dans des startups, même plutôt des scale-up. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as mis des trucs en place, Pierre, pour prévenir un peu ces risques-là? En fait, je suis tellement aligné avec Élise sur le sujet que moi, lorsque je suis arrivé chez Ledger, donc il y avait, je crois, 40, 50 personnes, enfin, c'était vraiment pas beaucoup. J'étais le premier directeur juridique, mais Pascal Gauthier, qui est donc maintenant, qui était président à l'époque et maintenant le CEO, dès le début, parce que c'était d'ailleurs assez rare dans les startups, mais Pascal a une vision qui est excessivement claire, c'est que les fonctions de support sont essentielles à la croissance d'une startup, et que si on ne fait pas les choses bien dès le début, on sera rattrapé plus tard dans les investissements, par les investisseurs, dans les covenants, dans les garanties, etc. Donc moi, j'avais donc une mission de régler un certain nombre de problèmes, mais surtout de faire ce qu'il fallait faire. Et je lui ai dit, si on va être 200, et on a été 200, ils sont maintenant 300, je dis, si on va être 200, il est hors de question, et je sais que c'est un peu controversial parce que beaucoup de directeurs juridiques ne comprennent pas ce point-là, mais il est hors de question qu'on ne commence pas en ayant un juriste droit du travail. C'est trop important, il y a trop de dangers, il y a trop de problèmes, il y a trop de tout ce que dit Élise. Donc moi, j'ai pris un juriste du droit du travail dans mon équipe dès le début. Premier truc qu'on a fait, le temps de travail, qui est le problème sur lequel les startups ne travaillent pas. Donc revoir l'accord du temps de travail. Plus tard, je crois, ça va être mis en place, mais des histoires de CET, de comment ça fonctionne, de machin, mais déjà au moins régler la situation. Est-ce que les gens ont les bons contrats? Et je suis arrivé avec 40 personnes, c'était déjà un festival, donc j'ai tout corrigé. Mais ce qui est normal, parce que les gens, ils commencent, au début, ce qu'on veut faire, c'est construire sa boîte. Ça marche, donc on n'est pas dedans, tu vois. Mais bon, voilà, moi j'étais là, il faut corriger ça très, très vite. Donc j'étais ravi quand il y a eu la levée de fonds, la première, que voilà, ils me demandaient de faire des choses qui étaient toutes en place, mise en place d'un CSE, enfin, etc., tout ce qu'on doit faire. Et puis surtout, tu parlais de la protection des salariés. Nous, chez Ledger, il n'y a pas que des gens derrière un ordinateur, il y a des gens il y a des entrepôts, une usine, des gens qui mettent en place des choses dans des boîtes. Donc, je suis allé visiter, j'ai vu, voilà, je me rappelle, j'ai vu des câbles, tout ça. Je me suis dit, OK, immédiatement, il y a des choses tellement pratiques à faire. Vous faites appel à des organismes qui font un audit des risques au travail. Ils vous donnent le document, il y a des photos, c'est extraordinaire. Et après, tu prends le truc, tu travailles avec Facilities et tu coches les trucs les uns après les autres et tu les règles. C'est pour les trucs très pragmatiques sur les risques vraiment qui peuvent arriver aux gens. Et sur les risques vis et lise, mais je veux dire, quand on est dans le temps de travail, il y a notamment au moins 2 rendez-vous par an entre le collaborateur et son manager pour discuter
du temps de travail, bien sûr, mais de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais faites ça. Rien qu'avec ça, on va identifier. Si les gens ne se parlent pas, et on en revient à la base, on arrive à tous les problèmes que rencontre Élise. Donc, pour moi, c'est mettre en place ce qu'il faut faire d'un point de vue juridique, et deux, parlez-vous, people. C'est sur les startups. Prenez le temps de vous parler et d'identifier, juste avant que ça n'arrive, les problématiques telles que Élise les vise. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait, ce que je mets en place. Et le juriste droit du travail, non, ne doit pas être la dernière roue du carrosse. Au contraire, quand on commence à être 200, 300, 400, c'est juste ultra important. Et justement, si malgré tout ça, il y a quand même des soucis qui arrivent, même de gros soucis, même des cas de harcèlement, toi, Élise, qu'est-ce que tu conseillerais justement aux salariés qui peuvent être victimes de ces harcèlements et à nos auditeurs là, qui vont nous écouter en direct aujourd'hui ou en replay? Alors, le nerf de la guerre, c'est la preuve. Donc, dans les dossiers de harcèlement. Donc, c'est susciter l'écrit, évidemment, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple comme moyen de preuve. Et l'écrit, ce n'est pas forcément entre vous et votre harceleur. Ça peut être un écrit à une collègue, un WhatsApp, un texto, un Messenger, un Slack, tout ce que tu veux, tout va m'intéresser. Et ça peut être à des collègues, même en position hiérarchie, en hiérarchie horizontale, tout. Parce qu'en fait, devant le conseil de prud'homme, tu vas devoir apporter une présomption de preuve, c'est-à-dire un commencement de preuve. Ça va être ensuite à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de harcèlement. Alors, depuis le 25 novembre dernier, on a une jurisprudence qui laisse penser que les enregistrements pourraient être recevables devant le conseil de prud'homme. Donc ça va révolutionner mon contentieux, évidemment, puisque dans des dossiers, moi, je fais beaucoup de harcèlement sexuel et de discrimination. Là, c'est rare qu'on ait énormément d'écrits, même si vous avez suivi un peu la presse dans le dossier Brax, on avait un certain nombre d'écrits hallucinants, mais c'est rare. Et ça, c'est quelque chose qui va sans doute modifier vraiment en profondeur le contentieux prud'homal. Et après, c'est aussi ne pas hésiter à aller sur le volet médical, c'est-à-dire déclarer le caractère professionnel d'un syndrome dépressif anxio-réactionnel. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et c'est une démarche qui est assez peu connue des salariés. Alors moi, je milite pour que, évidemment, les maladies psychiques liées au travail soient inscrites au tableau des maladies professionnelles. Et souvent, l'idée reçue, c'est que comme ce n'est pas au tableau, on ne peut rien faire. Il y a une procédure pour faire reconnaître les maladies hors tableau et on a un certain nombre de réussites dans ces reconnaissances. Comment il faut faire? Parce que c'est super intéressant, je ne connaissais pas. Donc concrètement, tu dois faire ça, tu fais quoi? Il y a un site, comment ça se passe? Ouais, alors non, c'est pas un site, c'est avec ton médecin traitant, généralement un psychiatre, c'est quand même mieux, qui va faire un certificat médical initial et toi, tu vas déclarer le caractère professionnel de ta maladie. Ensuite, va y avoir une enquête CPAM, donc un ping-pong entre l'employeur et le salarié pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il y a l'enquête à la fois médicale. Alors, pour les maladies hors tableau, il faut être à plus de 25% d'incapacité permanente partielle. Donc, tu vois, c'est pour les dépressions, alors quand même un peu sévère, mais le travail rend fou. Moi, c'est vrai que je vois des gens qui sont dans un état complètement dingue et il ne faut pas hésiter à aller sur ce terrain-là parce que tu peux après obtenir une rente à vie aussi, ta retraite à taux plein à 60 ans. Donc, ça peut être assez intéressant. Surtout, tu vois, moi, je pense à des clients j'ai beaucoup de clients qui ont 56, 57 ans et qui se retrouvent virés, cramés, qui avaient des postes à très haute responsabilité et tu vois, qui vont avoir du mal à rebondir sur le marché de l'emploi. Et la retraite est quand même loin. Pôle emploi ne les accompagnera pas jusqu'à la retraite parce que grosso modo, si tu te fais virer avant 61 ans, c'est la cata, quoi. Après 61, ça va, puisque Pôle emploi prend le relais jusqu'à la retraite à taux plein. Pour l'instant, on verra un peu comment évolue Pôle emploi. Mais à date, c'est comme ça que ça se passe. Et donc cette procédure-là, après, donc il y a cette enquête administrative, tout est dématérialisé, c'est sur une plateforme. Alors, tu vois le médecin conseil aussi, tu lui apportes tes pièces médicales. Ça se prépare, hein, il faut quand même que ton médecin ait fait une lettre, etc., explique tes symptômes. Et après, tu passes devant un comité qui s'appelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui est un collège d'experts avec des médecins, un collège de médecins qui évalue si ta pathologie est donc à plus de 25%, manifestement
manifestement, de taux d'incapacité permanente partielle et est en lien avec ton activité professionnelle. Donc ça, c'est le second point. Et ensuite, tu as une reconnaissance. Et une fois que tu as la reconnaissance, c'est acquis. Même s'il y a contestation derrière, tu l'as. Et après, tu peux aller en faute inexcusable de l'employeur devant, alors avant, c'était le TAS, le Tribunal des affaires de sécurité sociale. Maintenant, c'est le tribunal judiciaire. Et ça, c'est un truc que je fais fréquemment parce que, comme vous le savez, avec le barème Macron, les indemnisations prud'homales pour les gens qui ont peu d'ancienneté ont été extrêmement réduites. Donc, quand on est face à un préjudice extrêmement important avec quelqu'un qui ne pourra plus retravailler avant pas mal de temps, étant donné son état de santé, c'est un bon moyen d'obtenir réparation aussi. Bon, après, évidemment, le jeu, c'est toujours de sortir du Macron, tu vois, toujours. Bien sûr, parce que tu sors du Macron en étant évidemment sur ces… sur ces terrains-là, bien sûr. Bien sûr. Mais ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, et vous pourrez du coup retourner voir une précédente émission de Legal Club Sandwich, celle avec Nejma Abdi, dans laquelle on a parlé des préjudices corporels, des accidents de la route ou des accidents médicaux, et on retrouve exactement les mêmes conseils. Elise, c'est assez marrant de tout conserver, tout garder, tout est important, on ne jette rien, on va voir des experts, on fait faire des… Enfin voilà, c'est assez intéressant. Donc, si vous avez l'occasion, je fais un petit pub sur un précédent épisode. Et puis, Elise et Nejma pourraient peut-être vous rencontrer, vous aurez peut-être des choses à vous dire, mais c'était vraiment marrant. Je trouve la même chose dans ce que tu dis et dans ce que Nejma nous avait dit à l'époque. Ouais, et puis je pense que c'est aussi, pour les salariés, c'est difficile de faire appel à un avocat. Moi, j'ai une clientèle principalement de cadres et de dirigeants. Et tu vois, avec ce syndrome de bon élève, des gens qui… j'avais connu des chèques, qui ont eu des parcours professionnels incroyables, et c'est le premier caillou dans la chaussure. Et ça crée un tel traumatisme qu'il y a une grosse remise en question, un sentiment d'échec, une honte sociale. C'est aussi très mal vu socialement d'être en syndrome dépressif réactionnel lié à son travail, de plus tenir le coup. Tu vois, moi, je pense j'ai un dirigeant qui était au COMEX depuis 20 ans d'une grosse boîte, et un matin, il n'a plus réussi à se lever. Il a été hospitalisé pendant 3 mois. Tu vois, j'avais aussi une polytechnicienne énarque, donc tu vois, solide intellectuellement. Tu vois, elle a été hospitalisée 6 mois, elle a perdu la garde de ses gosses. Ça a été extrêmement compliqué. Donc, il faut aussi s'écouter et anticiper un petit peu. Et quand vous commencez à aller vraiment mal, c'est pas normal. Et vous ne vous en sortirez pas seul. Voilà. Il ne faut pas hésiter à consulter un médecin aussi. Merci Elise pour tous ces conseils. C'est vrai qu'on a envie d'en donner encore plus et de poser plein de questions, mais comme vous le savez, le Legal Club Sandwich, on aimerait bien que ça dure 3 heures, mais on a choisi exprès un format court. Exactement. Et ce qui est une très très bonne nouvelle, Elise, c'est que tu sors un livre très prochainement. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, je sors un livre chez Hachette qui va être un manuel de défense, un manuel contre le harcèlement au travail. Donc, un livre, c'est un guide pratique très vulgarisé, vraiment à destination du grand public, pas du tout des juristes. Et avec tous mes conseils, des modèles d'alerte, des modèles d'actes, comment on se défend, comment constituer un dossier, quelles sont les preuves, avec des interventions aussi de DRH qui expliquent ce qu'ils ont fait pour les boîtes et quelles sont les obligations de l'employeur, parce que c'est important de le rappeler, avec une intervention de psychiatres, de psychologues, de spécialistes en recrutement aussi pour aider à rebondir derrière. On a essayé, parce que je pense que, tu vois, dans mon domaine, la seule intervention d'avocat est insuffisante. On a besoin les personnes qui vivent ces situations-là ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus global. Et donc, c'est un peu l'objet c'est même complètement l'objet de ce livre, et c'est surtout défendez-vous, et c'est pour… Tu vois, pour tous les gens qui ne peuvent pas aller voir un avocat ou qui ne le souhaitent pas pour X ou Y raison, ou qui n'ont pas l'argent pour se battre, se défendre avec un avocat, même si j'explique aussi qu'il y a plein de moyens de consulter un avocat pour les petites bourses. Mais l'idée, c'est d'apprendre à se défendre tout seul, et au moins, en cas de précontentieux, quand on sent que ça ne va pas bien dans son job,
prendre les premières mesures, tu vois, du type faire des copies d'écran, sauvegarder, susciter l'écrit, comment je fais, alerter le défenseur des droits aussi sur tout ce qui est harcèlement sexuel, discrimination, comment ça marche, l'inspection du travail, oui mais quand, et comment je négocie mon départ, comment j'optimise la négociation de mon départ, parce qu'il y a tout ce truc du délai spécifique d'indemnisation Pôle emploi versus le bureau de conciliation d'orientation, il y a la fiscalité, il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte quand on envisage de quitter son entreprise. Et donc, j'en parle et c'est assez détaillé dans le bouquin et j'espère de façon hyper lisible et compréhensible pour les non-juristes. J'espère, je croise les doigts parce que c'était hyper dur, j'ai beaucoup bossé sur ce bouquin, je commence à reprendre une vie normale, mais… Tu as fait du legal design, en fait, quelque part. On en a parlé aussi dans une précédente émission, le mec qui fait des rapports avec les précédents. Mais le legal design, c'est ça, c'est rendre les trucs compréhensibles, simplifiés. Et c'est vraiment, c'est tellement dur quand on est juriste d'essayer de simplifier les trucs, de mettre des mots que les gens comprennent. C'est vraiment intéressant. Et du coup, donc, deux bonnes nouvelles. Du coup, donc, il y a le livre d'Élise qui sort le 15 juillet, c'est ça? Alors, on prévente le 15 juillet, le 15 septembre dans les bonnes librairies. Mais en attendant, il y a le lien. Ouais, en attendant, il y a le podcast ou la saison 1. Alors, je n'ai pas eu le temps d'écrire la saison 2 encore parce que j'écrivais le bouquin. Mais la saison 1, c'est comment négocier son départ. Voilà, ce sont des petits épisodes de 5 minutes avec aussi toutes ces questions d'optimisation autour du départ et comment on fait, comment se passe une audience. Et je réponds un peu à toutes les questions qu'on me pose quand on vient me voir au cabinet. Voilà. Bon, bah, on va tous le précommander. Il y a Taïna qui commente. Alors, Taïna, je la connais, mais elle nous a dit d'ailleurs plutôt, elle est avocate côté employeur. Peut-être qu'un jour, vous retrouverez l'une face à l'autre. Mais en tout cas, elle te dit vachement bien l'idée de ce bouquin, bien vu, consoeur. C'était pas mon idée, donc… Mais c'est vrai que l'éditrice qui a eu l'idée a eu une très bonne idée, je pense. Au début, je n'étais pas super motivée parce que ça prend un temps de dingue. Et en fait, c'est très, très pénible d'écrire un livre. Mais maintenant, je suis hyper heureuse de l'avoir fait. C'était une sacrée aventure et j'espère que ça va vraiment servir au plus grand nombre de salariés. Voilà. Et on a Émilie qui te dit merci infiniment, Élise, et toute l'équipe de traiter à cœur ouvert ce sujet qui me touche de si près. Moi, on suis presque à 2 ans de convalescence post-burnout. Donc, voilà. J'espère, Émilie, tu as déclaré le caractère professionnel de ta maladie et que tu te bats. Alors, on va peut-être passer aux chroniques. Je vois, il y a plein de questions, Élise. Donc, tu peux commencer à les lire, à y réfléchir. Pendant que et moi, on va y revenir dans un instant. Juste après je suis super nulle, je ne les vois même pas, les questions. Mais je vais Alors, en bas, il y a après, pas de souci. On va te les envoyer, t'inquiète pas, dans le chat. En attendant, voilà le jingle d'Audrey. C'est parti, les amis. Il reste 2 épisodes, je suis à fond, Audrey. Merci Pierre, merci à tous pour cet enthousiasme délirant. Et aujourd'hui, pour ma chronique, du coup, je vais vous parler des 12 et don'ts après un entretien de recrutement. Donc, je rappelle le contexte. Vous avez rencontré un directeur juridique ou une directrice juridique, un RH, un chasseur de tête, en visio, voire même en entretien physique. Attention, grosse folie, c'est de nouveau possible, donc profitons-en. Alors, que fait-on ensuite? Déjà, à la fin de l'entretien, vous avez demandé à votre interlocuteur les suites du process. Prochain entretien, prochaine personne à rencontrer, timing envisagé, ça vous permet d'avoir de la visibilité. C'est quand même bien mieux. Ensuite, vous envoyez un mail de remerciement. Oui, ça se fait, ça prend 2 minutes et ça impacte vraiment. Je vous assure, ça n'arrive pas si souvent, alors que moi, quand j'ai un candidat qui m'envoie un mail du type « Je vous remercie de m'avoir reçu en entretien, je suis très intéressée par le poste que vous m'avez proposé et je reste à votre disposition pour tout complément d'information », ça laisse encore une meilleure impression, c'est professionnel et en plus, ça fait plaisir aux recruteurs, donc bref, faites-le. Ensuite, vous demandez en contact sur LinkedIn les personnes que vous avez rencontrées en entretien, même si vous auriez dû le faire avant. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour le faire, donc faites-le. Ensuite, moi, je vous conseille de relancer en fait au bout d'une dizaine de jours, si vous n'avez pas de nouvelles, les personnes que vous avez rencontrées, avec toujours un mail sympathique et très professionnel, toujours. Donc, je me permets de vous recontacter suite à notre rencontre il y a 10 jours et je vous confirme l'intérêt pour le poste, auquel nous n'avions pas compris. Voilà. Ensuite, 2 cas de figure. Premier point, on vous propose un second entretien. Génial. Répondez rapidement, soyez réactifs et rendez-vous disponible, bien sûr. Deuxième cas de figure, on vous fait un retour négatif.
Acceptez-le avec professionnalisme, essayez de comprendre ce qui n'a pas été, comment vous pouvez vous améliorer pour la suite et s'il vous plaît, on évite les sérénades, voire les mots grossiers parce que j'en ai déjà entendu en cas de retour négatif donc c'est pas super sympa. Donc on évite. Donc ce qui me fait de vous passer au don't. Qu'est-ce qu'on ne fait pas après un entretien? On ne harcèle pas son interlocuteur tous les jours, surtout s'il vous a dit qu'il vous rappellera dans une semaine. On patiente un peu. On ne s'énerve pas en cas de retour négatif, comme je l'ai dit, même si évidemment ça ne fait pas plaisir. On reste en bon terme avec là où les personnes rencontrées, parce que le monde est très petit, surtout dans le monde du droit, comme vous le savez aussi bien que moi. Donc, vous pourrez très, très facilement croiser de nouveau la route de cette directrice juridique que vous avez vue en entretien ou de cette chasseuse de tête. Donc, ces personnes rencontrées vont même faire partie de votre réseau pour l'avenir, puisque rappelez-vous, elles font désormais partie de vos contacts LinkedIn. Enfin, je vais donner, pour finir, quelques conseils côté recruteur. C'est aussi important d'en donner. Donc, qu'est-ce qu'on fait après un entretien de recrutement? On tient au courant autant que possible les candidats rencontrés. Même si le process de recrutement se ralentit, même s'il est en stand-by, voire s'il s'arrête et que ce n'était pas prévu, on le tient au courant et c'est mieux de le savoir. Et on fait un retour négatif quand il y a un retour à faire et on l'argumente. Le candidat a vraiment besoin de savoir pourquoi il n'est pas revenu. Et ce qu'on ne fait pas, eh bien, on ne fait pas de retour du tout. Donc, ça, c'est interdit. Je ne le conçois pas. On fait forcément un retour parce que sinon, c'est pas pro, c'est hyper désagréable. Et le monde est aussi très petit, aussi pour les candidats qui, eux aussi, ont une très bonne mémoire. Donc, en conclusion, après un entretien de recrutement, que l'on soit juriste candidat, directeur juridique, RH, recruteur, on reste professionnel, on reste humain, bien sûr, sympathique, c'est quand même mieux, honnête, et on évite d'être abonné absent d'un côté comme de l'autre. À toi, Pierre. Merci Audrey, super intéressant comme toujours et tellement vrai. Je vous en prie, répondez. Quand vous répondez négativement, juste répondez et argumentez, c'est insupportable. Voilà, et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, merci Audrey de le rappeler. Et on part sur mon Avec jingle, plaisir. c'est parti. Elise, j'espère que tu es prête à frapper dans les mains parce que dans celui-là, on frappe. C'est parti. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur, un syndrome qui m'affecte d'ailleurs totalement, enfin qui m'a beaucoup affecté dans ma carrière. Ça va mieux maintenant, je me suis soigné. Mais en fait, c'est le sentiment, le syndrome de l'imposteur, de ne pas être à notre place. C'est l'impression que tôt ou tard, le monde va se rendre compte à quel point vous êtes en fait nul. C'est-à-dire que même quand on réussit, quand on a le syndrome de l'imposteur, on va minimiser cette réussite. Par exemple, on va faire la tâche à plusieurs, histoire de pouvoir dire que c'est les autres qui n'ont pas fait grand-chose. Et on va se demander pourquoi on a accepté ce job, on a de l'anxiété, on a de la culpabilité. En fait, il y a des études qui montrent qu'il y aurait 70% de la population qui aurait déjà souffert à un moment du fameux syndrome de l'imposteur. Donc, vous n'êtes pas seul et surtout, eh bien, il existe des clés pour s'en sortir. Et on va revenir dessus dans un instant. Donc, en fait, tout vient, avec le syndrome de l'imposteur, de la difficulté à reconnaître sa vraie valeur professionnelle. Et ça se joue généralement, le syndrome de l'imposteur, dans la sphère professionnelle, un petit peu moins dans la sphère privée d'ailleurs. Et ce syndrome vous pousse à toujours devenir meilleur. Et alors ça, c'est un avantage en même temps parce que on est toujours en train de se pousser, mais en même temps, c'est un poids énorme parce que vous êtes constamment en train de vous dire « je n'y arriverai jamais ». Et c'est absolument absurde. On vous donne une promotion et vous vous dites pourquoi est-ce qu'on me donne une promotion? Enfin, moi, je l'ai tellement eu et je vous assure, enfin, vous ne croirez pas, mais j'ai terminé leader de l'année chez Yahoo avec un beau prix par Marissa Meyer et machin. Et quand je tenais les trucs, j'étais mais pourquoi moi? Donc, c'est absurde. Et bon, au bout d'un moment, il faut arriver à s'en convaincre et se dire OK, il n'y a pas que la chance, il n'y a pas voilà, que tous les gens autour de moi sont nuls, ils ne sont pas capables de reconnaître ce qui se passe. Il faut un petit peu essayer d'accepter. Alors justement, comment en faire et comment on se libère de ce syndrome? Alors d'après, le premier truc que je peux vous donner, c'est accepter les compliments. Quand on souffre du syndrome, on va du mal à accepter l'évaluation annuelle où on vous dit que vous êtes génial et qu'il y a plein de trucs à faire et que c'est tout ce qui va bien, c'est les trois quarts du truc, il y a juste un petit commentaire. Et vous allez vous concentrer sur le petit commentaire. On en est déjà revenu, c'est un peu la même chose qu'avec les forces. Quand les parents trouvaient un bulletin de notes et où il y avait 6 en maths et passaient la soirée dessus alors qu'il y avait 18 partout dans toutes les autres matières. Donc, on apprend à dire merci. On peut même se lister tous les compliments qu'on vous a faits. Et voilà, et on ne les conteste pas. On ne dit pas, il m'a dit ça pour être gentil. Non, c'est fondé. Okay, on est dans le domaine du travail. Et puis, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est lister
vos compétences, vos aptitudes. Alors là, on en revient dans l'épisode où j'ai parlé des forces. On pourra peut-être le remettre si on le retrouve. Je ne sais pas si tu te souviens dans lequel c'était, Audrey. Mais en tout cas, connaissez vos forces. On en a parlé la dernière fois, donc c'est très facile. C'est l'épisode de la dernière fois. Et ça, c'est mon grand dada. Il faut être factuel. Hein. On ne s'intéresse pas aux impressions. On lit ses compétences, ses faits, à quoi on est excellent. Et puis, pensez à vos compétences actuelles, mais aussi à vos forces passées. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé qui était génial et que peut-être vous pourrez utiliser un jour. Ouvrez vos yeux sur vos valeurs. Continuez d'augmenter votre confiance en vous. Le troisième chose, c'est arrêter de vous comparer à des gens qui sont bien plus loin que vous dans leur évolution, plus seniors, plus expérimentés, par exemple. C'est bien de regarder quelqu'un qui est plus senior, plus rapide que vous, qui a une idée dingue. Enfin, ok, il a l'expérience pour lui. Hein. Malheureusement, je déteste admettre que j'ai 52 ans, mais bon, c'est le cas. Je suis déjà passé ce cap, ça a été très pénible, mais n'en reparlons pas. Mais par contre, quand je travaille avec des directeurs juridiques de 35 ans, ils me disent « Ah, mais c'est génial cette idée, t'es brillant. » Je dis « Oui, ok, mais moi, ça fait juste 15 ans de plus d'expérience, donc j'ai vu passer les choses. » Donc, vous pouvez vous inspirer de gens qui vous plaisent, mais vous ne vous comparez pas à eux. On se compare à des gens similaires. Donc, acceptez d'avoir le droit d'avoir moins d'expérience, lâchez prise et arrêtez de toujours vouloir plaire à l'autre. Constatez sur quoi vous êtes excellent. Quatrième tips, soyez authentique, arrêtez d'en faire trop, arrêtez d'essayer de cacher votre incompétence, car c'est sûrement plus complètement faux. C'est-à-dire que s'il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas bon, eh bien on la naît, on le dit. Moi, je suis nul en maths, je ne comprends rien à Excel, je ne sais toujours pas si il faut être un point ou une virgule dans 1 million. Et globalement, je m'en fous. Il y a des logiciels qui font ça. C'est pas grave, on vit, on l'admet, j'en arrête de cacher ces trucs. Voilà, il y a plein de choses où moi je sais que je suis un stratège juridique parce que j'ai beaucoup travaillé avec des équipes dans plein de pays très high level. Je n'étais pas dans le détail, j'engageais toujours, et je l'avais dit en allant chez Ledger, des gens bien plus intelligents que moi et bien plus seniors et techniques. Ce n'est pas grave, j'apportais d'autres choses. Sachez ce que vous êtes prêts à apporter. Et enfin, donc, sortez de la théorie, hein, passez à la pratique. Le syndrome de l'imposteur, c'est qu'une impression, c'est dans votre tête. Plus vous allez y penser, plus vous allez douter et moins vous allez pouvoir agir. Pour autant, quand vous allez travailler, vous allez vous y mettre, vous y arrivez parfaitement. Hein, donc, vous allez voir les résultats. Donc, acceptez vos réussites. Ce n'est pas prétentieux, c'est factuel. Jouez dans votre domaine, utilisez vos forces, travaillez ce sur quoi vous êtes excellent. On retombe encore une fois dans mon dada et faites exactement ce que vous avez faire. Faites-le bien et vous verrez ce syndrome de l'imposteur, on va le faire disparaître. Merci Audrey, merci Pierre. Super chronique encore aujourd'hui. On va essayer de répondre aux 3 questions qui nous ont été posées rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour libérer Élise dans les temps. Peut-être pour commencer, on n'en a pas parlé tout à l'heure, parce qu'on a parlé de harcèlement. On n'a pas défini ce qui caractérise un harcèlement. Et Hervé, en fait, nous pose cette question, lui, en fait, à partir de quand cela devient un harcèlement? Et attention, Élise, tu es en mute. Oui, alors, pardon, ça devient un harcèlement, en fait, quand ça porte atteinte à ton intégrité, à tes conditions de travail, à ta santé. Donc, c'est une histoire de ressenti. Et je pense qu'il faut savoir s'écouter et se faire confiance sur son ressenti. Ok, donc ça, c'est bon. Hervé, d'ailleurs, qu'on salue, parce que Hervé, il est souvent parmi nous. Voilà la réponse. Ensuite, il y a une question de Rebecca qui nous demande quand un salarié quitte son travail pour harcèlement et qu'après le salarié commence une recherche pour un nouvel emploi, comment en parler face aux nouveaux recruteurs? Alors, il n'y a aucune obligation légale d'en parler, ça reste un fait de vie privée. Et puis, alors pour le reste, je vais laisser notre spécialiste Audrey répondre parce que c'est plutôt son domaine. Je confirme en effet, Élise, et tu le sais là pour le coup bien mieux que moi, il n'y a aucune obligation. Moi, ce que je conseille de faire, c'est que vous pouvez en parler en fait. Moi, en tout cas, en tant que recruteuse, je cherche toujours à comprendre pourquoi une personne a quitté la société, juste pour comprendre est-ce que c'était pour être payé plus cher, pour avoir plus de management, pour parler plus anglais, pour que sais-je encore. Et quand ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des candidats qui justement étaient partis pour ces raisons du coup de harcèlement ou un burn-out ou autre chose un petit peu compliqué. En effet, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Mais si c'est important pour vous, parlez-en. Mais alors là, mon conseil, c'est toujours avec une phrase extrêmement simple, en restant factuel, sans dénigrer votre ancien employeur ou avec ce qui s'est passé. Juste, très simplement, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. La personne m'a expliqué, je suis partie de ma société, j'ai fait un burn-out. Aujourd'hui, je vais mieux et je cherche un nouveau travail. Et on passe à autre chose.
Et ça, pour le coup, on reste très simple, très factuel et on passe à autre chose. Et on ne passe pas 1 heure à en parler parce que pour le coup, en entretien de recrutement, c'est pas trop le moment. Pas le sujet. Hein. Voilà. C'est pas forcément le sujet. Alors, je vois une autre question. Depuis quand faut-il avoir une IPP de 25% pour saisir le C2RMP? En fait, c'est pour qu'une maladie hors tableau soit reconnue maladie professionnelle, il faut avoir une incapacité permanente partielle de plus de 25%. Et donc, il y a un premier avis de la CPAM qui va dire manifestement on est au-delà de 25%, donc je saisis le C2RMP. Sinon, tu peux saisir le C2RMP tout seul, faire un recours sur la première décision de la CPAM. Et le C2RMP sera saisi aussi. Mais c'est pour, je me suis peut-être mal exprimée, mais c'est pour la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau qu'il faut 25% d'IPP. Merci Élise pour toutes ces réponses. Avec grand plaisir. On a bien compris le message. Et tu veux parler de la prochaine fois, Thibaut? Ouais, Thibaut est bloqué. Ah voilà. Thibaut est bloqué. Thibaut est bloqué. Tu veux nous parler de la prochaine fois qui est notre dernière émission de la saison 2? Oui, bien sûr, c'est la dernière émission déjà. Qu'est-ce que c'est passé vite? Et en même temps, on va être content de prendre des petites vacances. La semaine prochaine, donc non, dans 2 semaines. Thibaut, on ne t'entend plus du tout. Je vais prendre le relais. J'ai l'impression que tu as un problème. Donc, je vais me permettre de le prendre. Oui, effectivement, c'est la dernière de la saison 2. On a un meeting prévu avec Audrey Thibaut pour parler d'une éventuelle saison 3. Bon, on est tous très excités sur l'idée de la faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de doute, mais ça sera la date de départ. On reviendra vers vous. Il y aura des teasers et tout. Et surtout, très important, dans 15 jours, donc le 8 juillet, nous accueillons Philippe Cohen, qui est depuis plus de 20 ans le directeur juridique de Disney. Et avec lui, on va parler d'un sujet dont vous avez certainement vu passer dans les médias, dans les journaux, c'est la chronologie des médias. Il est en train de se passer un truc complètement dingue avec les plateformes, la télé, Canal+, les services, enfin voilà, tout ça est en train de changer et on va en parler avec Philippe pour la dernière émission de la saison 2. Et voilà, et puis et on vous réserve des chroniques très sympas pour la dernière émission avec Pierre. Voilà, et on sera ravis de vous retrouver dans 15 jours. C'est dégoûtant de faire ça, Audrey. Tu as déjà fait la tienne. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pour une fois, je suis en avance, elle est rédigée. Voilà. Donc, elle me met la pression. Moi, tu me mets la pression, il faut que je trouve un truc sympa pour la dernière. Ça sera génial, Pierre. Ça sera fait. Merci à tous. Je dis au revoir, Thibaut, parce que je ne suis pas sûr qu'on t'entende. Et on se retrouve dans 15 jours. Un grand merci, Élise. Avec plaisir. Et on envoie le générique de fin. À bientôt, tout le monde, dans 15 jours. Ciao. À bientôt. Au revoir. Bring back Booyah.